Il m'éclate parce qu'en vrai, on dirait, on dirait vraiment, c'est les mêmes mots. Non, mais entre Rio et le Mont Corvo, là, ça va plus. Frère, on dirait, on dit exactement la même chose. Mais après, c'est logique de dire la même chose. Pourquoi, les gars? Parce qu'on suit le même manga, c'est normal. Si on lit les mêmes mangas, les mêmes informations, on va être d'accord sur énormément de trucs. Manger des chips, hein. Kuma avait donc compris à partir de ce moment-là qu'il était possible que Luffy devienne Nika et a fait quoi? Un pari sur l'avenir. Exactement la même chose que Shanks le roux. Il le disait à Barbe Blanche sur le pont du Moby Dick, il a perdu un bras pour faire un pari sur l'avenir, sur la nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'il savait peut-être que le fruit de l'élasticité, en s'éveillant, allait devenir Nika. Et il nous le confirme au chapitre 1054 en voyant la vie de recherche de Luffy avec les cheveux blancs, nous disant c'était donc ça. Parce que depuis le début, Shanks était au courant mais n'avait pas de preuves. Comme depuis le début, Kuma était au courant mais n'avait pas de preuves. Et au final, quoi de mieux pour un homme de religion que l'absence de preuves pour le mettre au défi? Pour mettre au défi sa foi. Ce qui serait magnifique avec le personnage de Kuma, c'est qu'il y croit. C'est sa croyance, c'est qu'il est persuadé que Luffy est Nika. Et lorsque Vegapunk lui demandera pourquoi il souhaite comme ultime ordre la protection du Sunny alors qu'il n'a aucune preuve que Luffy est Nika, il pourrait nous répondre tout simplement parce que j'ai foi en lui. Lorsque Kuma était totalement obligé de répondre aux ordres du gouvernement Du coup, ils l'ont mondial dit, hein. parce qu'il foutait la pression sur sa fille, Clairement. eh bien, à Thriller Bark, pour la toute et unique fois de sa carrière de Shishibukai, il décide de ne pas répondre aux ordres. Il décide d'épargner Luffy qu'il devait pourtant éliminer. Et je rappelle une nouvelle fois que l'animé est quand même précieux, que c'est bien Saturne qui parle au téléphone. Kuma n'a pas d'autre choix que d'être le toutou du gouvernement. Et pourtant, pour Luffy, il va faire une exception. Il va tester la loyauté de son équipage et il va s'en rendre compte. ただし三河のこの俺の命一つで勘弁してもらいてえ。そんな野心がありながらこの男に代わってお前は死ねるというのか。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。 On est persuadé ici que c'est à ce moment J'ai les précis frissons. sur Thriller Bark et qu'il repense à Monkey D. Dragon, il se dit ah putain ok, je comprends. Et qu'est-ce qui va se passer quelques jours plus tard? Il va tous les sauver sur sa Baoji. Et qu'est-ce qu'il va faire encore quelques jours plus tard? Il va demander à Vegapunk, son meilleur ami, de lui programmer un ordre ultime de quoi? D'aller voir une toute dernière fois sa fille? Non, l'ordre ultime de protéger le Thousand Sunny, navire de celui qui deviendrait Nika. 数日前俺がサニー号にたどり着いた時は待っていた。おめえそこで On 何 avait を tout dit, les gars. 任務完了だ。一つだけ任務をプログラムするという約束をしていたらしい。麦わらの一味の誰かが再び船に戻ってくる日まで海賊船を死守せよ。結果的に大恩人だってことをな。そしてまたいつか出会う日が来てもクマはもう心なき人間兵器だ。 C'est sûr que c'est triste de savoir que Kuma, qui d'ailleurs a envoyé toutes ses lettres à Bonnie, et qu'en réalité elles étaient interceptées, ça c'est un trope quand même très récurrent, mais qui est toujours méga efficace par le gouvernement mondial, c'est vraiment des fils de lâches, et que de ce fait, on a juste envie que Kuma et Bonnie, Asha Abodi, je sais pas, ils se voient, ils se prennent dans les bras une dernière fois, mais pourtant le choix ici que fait le tyran Shishibukai, révolutionnaire, cyborg, pacifista, père, boucanier, c'est de protéger Luffy une énième fois. Après qu'il ait témoigné de la sécurité que lui offraient ses Nakama, il va récidiver, il va quand même faire mal à son messie, hein, son seigneur Luffy, qui est la réincarnation de Joy Boy Nika, en les séparant tous, mais pour les protéger. Et je trouve ça quand même, encore une fois, c'est toujours des idées qui sont très belles, mais la manière dont Ishiroda, sur le très long terme, va les narrer, je trouve que ça révèle un petit peu du petit génie. De savoir que Luffy, il pleurait et il regardait Kuma, il avait la rage aux yeux, il disait « Toi, t'es le pire être humain, pourquoi tu nous fais ça ?» Alors que maintenant, je veux dire, c'est facile de le dire maintenant, je sais, mais quand même, quoi,
quand même, vous imaginez le moment où Kuma il a dû ressentir, il a giflé son messie Nika pour le sauver la vie alors qu'il le déteste quoi. Il est donc fort à parier que dès le prochain chapitre, si ça avance assez vite, on voit Kuma parler de Nika à Vegapunk et c'est un moment charnier parce que on sait que Vegapunk lorsqu'il voit Nika pour la première fois Luffy à Egghead Island, il va nous sortir waouh dingo, donc c'est ça ce que dont les livres anciens racontent et les textes etc. Et donc lorsque l'on sait que c'est Vegapunk qui a mis le dernier ordre de Kuma dans sa tête parce que je vous rappelle Kuma perd son identité et sa conscience juste après Shahabodi, donc entre Shahabodi, donc vers Amazon Lily, Impel Down, étant donné qu'à Marineford, ça y est, il a plus rien, Doflamingo nous le prouve. Cela implique qu'alors, on va avoir le moment très précieux d'intimité où il va dire « Ah, Vegapunk, ça y est, mon poteau, je crois que j'ai vu Nika. Je pense que c'est lui et je vais te demander alors un dernier ordre, c'est de protéger leur navire parce que il faut absolument qu'ils puissent reprendre la mer. » Et du coup, d'un certain côté, Vegapunk était dans la confidence. Vegapunk pouvait se demander si Luffy n'était pas Nika. Et qu'est-ce qu'il fait pile lorsque Luffy arrive sur Egghead? C'est Shaka qui le dit lui-même. Il dit « Apportez-les, j'ai besoin de leur parler, j'ai besoin de les rencontrer. » C'est ouf, c'est ouf. En vrai, ouais, non, mais c'est légendaire. Même quand je revois les passages et tout, c'est vrai que là, c'était vraiment un moment déchirant. Pour moi, c'est un des moments. Il y a 2 moments de One Piece que j'ai vraiment pas aimé, que j'ai vraiment mal vécu. J'étais jeune. C'était le moment à Enies Lobby quand Luffy s'est battu avec Usopp. Je l'ai vraiment mal vécu. J'ai du mal à le regarder tellement c'est chaud. Et ce moment-là, le moment à Shabonji, c'était les moments les plus durs en mode. C'est dur de savoir qu'ils méritaient tout sauf ça et qu'ils ont tous les malheurs du monde alors que, je sais pas, regardez leur vie. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un dans l'équipage de Luffy qui a une vie normale? Quand même les nouveaux, par exemple Jinbei qui a rejoint l'équipage en dernier, il a même pas ça, tu vois, il a même pas eu une vie normale. Lui-même a subi l'esclavage, a subi je pense pas qu'il a subi l'esclavage directement, mais il l'a subi par rapport à ce qu'a vécu son ancien capitaine. Il a subi énormément de souffrances par rapport à la discrimination qu'il a pu avoir. Et du coup, je pense qu'ils ont vécu sincèrement les pires atrocités, chacun avec des problèmes complètement différents. Et c'est ouf. Et c'est vrai que comment il s'appelle, Jinbei et Nami, ils ont vraiment le même problème. C'est-à-dire ils ont vraiment subi du racisme, mais vraiment par leur race respective. C'est-à-dire qu'il y a Nami et Jinbei sur le même bateau, et ces deux personnes, ils ont subi du racisme, mais de leur race, pas respective du coup, mais c'est plutôt chacun de leur race. Je sais même pas comment le dire, mais vous avez très bien compris. En gros, les hommes poissons ont subi du racisme des humains et les humains des hommes poissons, vous avez capté. Donc voilà, ça je trouve ça légendaire. Tous les parallèles, tout la manière dont Oda amène les choses et met en place des contradictions et des contrastes, je trouve ça légendaire. Alors que Luffy était en train de chouiner sur le sol de Sabaody, Kuma, dans le contexte de l'époque, était la pire chose qui pouvait arriver à Luffy. Alors qu'on se rend compte au final que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Et c'est à ça que va servir le flashback de Kuma. D'une manière très intelligente, il va permettre la revisite de Sabaody, d'un moment charnier du manga, celle de la séparation des Mugiwara. Une revisite de Sabaody qui va être d'autant plus importante lorsqu'on sait aujourd'hui qu'il y avait que des gens au courant pour Nika. Il y avait Kuma, il y avait Kizaru, il y avait Sentomaru et il y avait Bonnie sur la même île. Tous ceux qui étaient présents sur Egghead Island durant 6 mois et qui dansaient Nika sont réunis sur la même île. Et donc, encore une fois, le flashback de Kuma va permettre une relecture de One Piece et je trouve ça super. Cool. Ça va être ultra cohérent quand on sait que Oda a bien fait attention de ne pas faire rencontrer Bonnie et Kizaru et surtout pas de Pacifista. Ça reste du coup cohérent, comme ça l'était avec Drake et Kizaru qui nous disaient déjà il y a 15 ans qu'ils savaient pour le projet Pacifista. Je trouve ça trop grisant sa mère, c'est trop satisfaisant, c'est trop bien de revisiter One Piece comme ça. C'est ça je trouve qui est trop fort dans une œuvre, c'est permettre au lecteur la relecture de l'œuvre. Se dire on s'ennuie jamais parce qu'on a des nouvelles clés de compréhension et du coup relire Sabaody, eh bien c'est encore plus satisfaisant. Non, Kuma il était pas méchant, non Kizaru il savait pour les Pacifista mais il savait aussi pour Nika, etc. Parce que nous apprenons donc, comme nous vous le disions dans notre précédente analyse, que Bonnie s'est bel et bien enfui
de Sorbet et est en route pour retrouver son père alors qu'elle est guérie. Oui, Et du coup, juste pour compléter ce qu'ils ont dit par rapport à la relecture du manga, c'est vrai que c'est légendaire. Moi-même, j'ai recommencé le manga, donc j'ai mis une petite pause là, ça fait longtemps. Je suis à l'île à Skypea, à l'île d'Anciel, et c'est vrai qu'il y a énormément d'informations. Il y a deux grosses informations qui sont teasées de manière explicite, mais qu'on n'aurait jamais pu comprendre. Première information, c'est sur le royaume de Drum. Luffy qui parle avec Sanji et qui dit ouais Barbe Noire je sais pas quoi enfin il parle de Barbe Noire et après il dit je sais plus ce qu'il dit mais ils arrivent à en parler du sommeil et tout et il dit bah quelqu'un ça se trouve il dort pas ou je sais pas quoi et lui Sanji il dit mais n'importe quoi c'est impossible tout le monde est obligé de dormir à fond tu vois enfin tout le monde est obligé de dormir tu connais quelqu'un toi qui enfin tu penses que c'est possible, c'est impossible, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'était Barbe Noire. Enfin, c'est Barbe Noire qui a attaqué l'île de Drum et on sait qu'aujourd'hui, Barbe Noire, il dort pas et tout. Donc la discussion, elle a énormément de cohérence. Et la deuxième information, c'était comment il s'appelle à Alabasta. En fait, il y a trois. Il y avait Ace et il y avait Luffy dans le désert. Et il combattait un certain scorpion, je crois, il s'appelait, avec ses enfants. Et en fait, derrière une dune de sable, il y a des mecs qui arrivent. Et Ace, avant même qu'on puisse les voir, il dit attendez, il y a trois personnes qui approchent, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas si elle dit trois personnes, mais il y a quelqu'un qui approche et bam, le mec arrive juste après. Donc, ça, pareil, teasing de l'acquis de l'observation. D'ailleurs, acquis d'observation, il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'il n'avait pas été introduit dans le manga, mais depuis Alabasta, le acquis de l'observation était introduit depuis très longtemps. Donc, voilà. Juste pour vous dire ça. Et du coup, pour en revenir au côté relecture du manga, c'est vrai que, je vous le dis, le meilleur moment pour lire One Piece, c'est après sa fin. C'est quand vous connaissez toutes les informations de One Piece, c'est ce moment-là où le meilleur moment pour relire One Piece, ça va être. Et ça, c'est juste magnifique. En fait, One Piece, c'est vrai qu'on a tout le temps envie de savoir ce qui se passe et tout, mais c'est pas une œuvre qui, quand elle va se terminer, on va avoir l'impression que c'est fini, on va tourner une page. Non, au contraire. Je crois que quand One Piece sera terminé, c'est là où on aura toutes les informations pour relire l'œuvre, pour se replonger dedans, parce qu'on va avoir tous les foreshadowing qui a été fait par Oda. Il y a énormément de choses qu'on a pu décrypter grâce à l'analyse ou de la chaîne, mais aussi des autres chaînes, tu vois. Ils ont débloqué énormément de choses, mais il y a aussi énormément d'informations qu'on n'a pas compris, comme les deux informations que je vous ai données à l'instant. Donc vous pourrez aller vérifier, mais... Et je sais qu'il y en a énormément. Et on va faire tout pour justement essayer de tout détailler. Donc voilà, petite pause, on fera une petite analyse à la fin parce que je trouve que j'ai bien analysé. Là, on va éviter de faire une vidéo trop longue. Mais let's go pour la suite du manga. Bonnie est guérie et libre. Qu'est-ce que disait Dragon? L'enfant est la seule faiblesse d'un parent. Aïe aïe aïe. À partir de ce moment, Kuma n'avait donc plus aucune faiblesse. Et ça explique enfin les paroles d'Akainu qui disait après Marineford que lorsqu'il avait appris que Bonnie s'était échappé du gouvernement, son sang s'était glacé. Nous allons donc voir dans le prochain chapitre Saturne se pisser dessus. Parce que pour la toute première fois, il n'aura plus aucune emprise sur son boucanier. De surplus, il aura transformé déjà un homme surpuissant en une véritable machine de guerre grâce à la thune du gouvernement. Alors imaginez si après tout ce travail, eh bien la machine se retourne contre son créateur et se dit ah bah tiens Bonnie, on est libre. Il faut donc absolument qu'à partir de ce moment, Kuma et Bonnie ne se retrouvent jamais. Et c'est ça qui va glacer le sang de tout le gouvernement mondial. Parce que tout aurait pu être différent. La course contre la montre pour le Gorosei est lancée parce que il leur reste juste quelques semaines de stress à survivre. Il faut absolument que les deux ne se rencontrent jamais jusqu'à ce que Kuma, ça y est, perde sa conscience. Et alors là, les Tenryubito respirent, le gouvernement respire, le dernier boucanier, ça y est devenu l'esclave invincible de Marie-Joise. Parce que oui, Bonnie est libre. Et dans tous les sens du terme, peut-être un peu trop libre. J'avoue qu'elle est un peu trop libre. Mais juste pour revenir à ce qu'ils ont dit par rapport à Kuma et truc, parce que je suis pas du tout de leur avis. Après, j'ai pas d'argument de taille. C'est juste un ressenti. Là, pour eux, Kuma et Bonnie, il faut pas qu'ils se croisent parce que sinon, Saturne
En gros, là, pour eux, Saturne, à ce moment-là, il a très peur parce que il a peur que Kuma s'enfuit avec Bonnie. Mais je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Je pense qu'ils ont pris d'autres sécurités pour éviter justement que Kuma. Parce que, comme ils l'ont dit, ils ont transformé Kuma en machine de guerre. Et si Bonnie, elle a réussi à démonter Alpha, Kuma aurait pu démonter Alpha. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui ont fait que Kuma. N'a pas récupéré Bonnie et est parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être le seul argument que je vais avoir, c'est que au final, Kuma, pour moi, en fait, il n'y a aucun moment où il n'aurait pas pu facilement récupérer Bonnie, en fait. Déjà, dès le début, grâce à son pouvoir, il aurait pu le récupérer Bonnie, tu vois. Et je pense qu'en fait, il y a autre chose derrière qui fait qu'il a pas récupéré Bonnie. Donc, on s'en fout de ça, mais Asha Bonji, personnellement, j'ai l'impression, moi, qu'ils se sont vus. J'ai l'impression qu'ils se sont vus et qui lui a dit d'une certaine façon. En fait, il y a deux possibilités pour moi. Soit ils se sont vus implicitement, ils ont discuté rapidement et Kuma est parti après, parce qu'il le fallait, parce que c'était peut-être trop dur pour les deux, et ça ferait une scène déchirante. Par contre, le fait qu'ils se croisent pas, je me dis, wesh, ce serait dommage. D'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au Tenryubito, nous, on a vu plusieurs fois les Tenryubito entre le moment où Kuma était à Shabonji et juste après, avant qu'il ait plus de conscience. Et même les moments où comment il s'appelle, où ils étaient en mode après l'opération, quoi, après la guerre, tout ça là. À ces moments-là, on les a vus et ils n'étaient pas plus inquiet que ça. Il disait, ouais, il a des comportements bizarres, je sais pas quoi, mais pour moi, personnellement, c'est l'impression que j'ai eue. J'avais pas l'impression qu'ils avaient des comportements vraiment peur ou de perdre Kuma ou je sais pas quoi. Ensuite, pour revenir à Shabonji et à ce qui a pu se passer, il y a la possibilité qu'ils ont pu se rencontrer rapidement et qu'ils ont pu se dire au revoir, peut-être dans les règles de l'art et tout, et dire à Bonnet qu'il est désolé, tu vois. Ou il y a aussi la solution où il voit Bonnet au loin et il dit la meilleure chose peut-être c'est que tu sois libre de faire ce que tu veux, que tu voyages et tout, tu t'amuses avec il y a les autres qui sont là pour veiller sur toi et tu t'amuses, donc peut-être que je vais pas la déranger, même si je pense que c'est ce qu'il rêve de faire. En tout cas, il a toujours été dans son sens. Il a jamais fait les choses pour lui-même. C'est-à-dire, même si Bonnet lui manque, même s'il a envie de la serrer dans ses bras, même s'il l'aime de tout son cœur, il va jamais faire quelque chose qui pourrait, entre guillemets, lui nuire si lui, il décide Enfin, il va jamais faire quelque chose qui va la nuire si jamais lui, ça pourrait le satisfaire. Voilà, je galère à dire un truc, mais en gros, c'est ça. Du coup, je pense que même de loin, il aurait pu la voir et se dire je peux pas faire ça, elle est enfin libre, elle peut enfin faire ce qu'elle veut, peut-être que je devrais pas y aller. Et il y a aussi le côté arme, il aurait pu placer une bombe à l'intérieur de lui, on a déjà vu ça dans les mangas, il aurait pu, je sais pas, il y a plein de choses qui fait qu'on aurait pu faire des commandes à distance, etc. Tu vois, les pacifistas, il y a des commandes vocales et tout, donc pour Kuma ça aurait pu être pareil, tu vois. Donc je sais pas, peut-être ils avaient un contrôle plus qui leur permettait d'avoir une sécurité. Je pense que le gouvernement mondial est pas bête, tu vois, il se dit ouais, là il pourrait tellement être fort que ça se trouve il pourrait abattre certaines personnes du gouvernement pour récupérer sa fille et partir. Et nous, ce qu'il faut faire, c'est prendre des précautions pour justement éviter ce genre de truc. Donc j'ai plus l'impression que c'est ça qui va se passer et qu'ils vont quand même se voir, que le fait qu'ils se croisent pas parce que ils se croisent pas, quoi. Vous avez capté. Donc à voir. Peut-être il y a des GPS, il y a plein de trucs, on sait pas les gars. À voir. Le point ultime de ce chapitre, c'est bien sa transformation en Nika. Grâce au pouvoir de son fruit du démon, elle peut déformer son avenir. Une utilisation qu'elle avait déjà faite sur Egghead Island contre Vegapunk au chapitre 1072. Elle avait déformé son avenir pour devenir beaucoup plus forte et peut-être avait donc-elle imaginé son père, un boucanier, pour qu'elle-même devienne une boucanier. Si j'avais cette force,
Elle peut donc déformer l'avenir. Et elle demande à son père, mais à quoi ressemblait Nika? Parce que si je ressemblais à Nika, qu'est-ce que je ferais? Et on la voit, elle fait un immense coup de poing à Alpha, agente du CP8, un même coup de poing, attention, qui n'est pas celui du Gear 3 de Luffy, Ouais, ce que j'allais mais dire. bien celui du Gear 5. Le Gear 3 de Luffy, c'est bien seulement le poing qui est immense, et pas tout le bras qui est tout gros et goofy comme ça, c'est bien ça le Gear 5. Donc on remarque que Bonnie imite Nika sans même le savoir. Cependant, elle n'est pas au courant que Luffy est Nika, vu qu'elle nous l'avoue au chapitre 1061. Sur les rivages d'Egghead, elle se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à ton avis de recherche, pourquoi t'as les cheveux blancs? Luffy dit c'est parce que c'est comme ça quand je suis le plus libre, et elle nous dit je comprends pas. Donc du coup elle nous montre qu'elle ne fait pas le lien. Je suis mort. Quand je suis le plus libre, voilà, légendaire. C'est son mode où il est le plus libre. Non, c'est légendaire, c'est légendaire. ソルベ王国のコニー王太后 On remercie la reine Connie qui du coup commence à avoir un rôle prépondérant dans la vie de Bonnie, qui lui permettra d'ailleurs d'avoir son alter plus tard pour s'infiltrer à Marie-Joise. Mais plus encore, c'est même elle qui a donné ses vêtements jusqu'à même son fameux chapeau que Jewelry Bonnie portera à Shabody pour être présenté pour la première fois dans le manga il y a pourtant 15 ans. Mais le plus intéressant concernant Connie reste sa phrase sur l'aigle le plus intelligent est celui qui nous cache ses griffes. Impossible de ne pas penser au rapace du manga, Dracule Mihawk, ultime prédateur de One Piece, qui depuis le début de l'œuvre reste très discret sur ses exploits. En d'autres termes, un faucon qui nous cache ses griffes. Le petit truc mignon qui reste à savoir dans tout ça, c'est que on le voit lorsqu'elle frappe Alpha, elle n'a pas son petit piercing, ce qui implique qu'elle va le recevoir très vite et qu'elle va se percer la joue en repensant à son père qui disait qu'il aimait beaucoup la saphirite parce que c'était son petit bijou. Mais alors si enfin toutes les pièces du puzzle s'assemblent, bam! Énorme mystère dans notre tronche, c'est le pouvoir de Bonnie. Il faut dire les termes, quelle est la limite? Comment ça se représente? On savait que du coup ça joue de bijoux, littéralement, parce que Vegapunk nous le disait au chapitre 1072, ces bijoux là représentent les qualités de sa vie, tout ce qu'il a choisi, son expérience, sa force, voilà. Et quand Bonnie lui a enlevé, forcément il est devenu petit et ces bijoux ont été extraits de lui-même. On a littéralement ici un des fruits les plus cheatés de One Piece. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre littéralement, qu'est-ce qui empêche Bonnie là de dire si j'étais Barbe Blanche? Et je suis une tireuse de continent de 60 mètres de haut. Ah, voilà, genre je suis Kaido. On se rend pas compte qu'une gamine de 10 ans a one-shot un agent du gouvernement mondial sans même comprendre ni maîtriser son fruit du démon. Ça fait d'elle littéralement l'enfant le plus puissant de tout One Piece. Et ça explique pourquoi, du coup, de ce fait, même au-delà de Kaido, même au-delà de Nico Robin, cet enfant a une telle prime sur sa tête de 140 millions de berries à l'âge de 10 ans et qu'elle fait partie, c'est quand même assez cocasse de le dire, de la génération terrible alors que pas du tout. Elle n'a pas du tout le même âge que tous ces jeunes gens et pourtant elle est tout aussi forte. Un pouvoir si démesuré que Bonnie a littéralement été capable de modifier l'avenir et de faire en sorte que Bam et Oda se reposent la semaine prochaine. Oui, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, pour fêter un petit peu l'arrivée de la fin d'année, on vous prépare non pas une, mais bien 2 vidéos la semaine prochaine, avant même notre concert à Lorient. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont réservé leur place, on a très hâte de vous voir, et on se dit à la semaine prochaine pour 2 grosses vidéos. On remercie également notre partenaire Holskern qui vous permet... Ok, donc on va s'arrêter là. Merci mon corbeau pour cette petite vidéo masterclass. Et il m'éclate parce qu'en vrai, on dirait vraiment, c'est les mêmes mots. Non, mais entre Rio et mon corbeau, là, ça va plus. Frère, on dit exactement la même chose. Mais après, c'est logique de dire la même chose. Pourquoi, les gars? Parce qu'on suit le même manga, c'est normal. Si on lit les mêmes mangas, les mêmes informations, on va être d'accord sur énormément de trucs. Et forcément, il y a des trucs où on va être en désaccord, les trucs les plus sombres, ce qui est logique. Donc là, on va revenir vite fait sur ce qui s'est passé dans la vidéo. Donc on a parlé beaucoup de choses, on a parlé de Dragon, je pense qu'on va pas en reparler parce qu'on en a parlé aussi dans la vidéo d'analyse de Rio, donc on a beaucoup parlé de lui, on a parlé d'énormément de choses. Même de Bonnie et tout. Là, ce qu'on va faire, je pense que là, niveau analyse, je pense qu'on a fait une bonne analyse. On a traité toutes les informations où on était moyennement d'accord. Les informations où on était d'accord. Les confirmations. Et même le fait que Bonnie utilise le fruit le plus libre du monde au même titre que celui de Nika, c'est quand même légendaire. Si ce fruit-là, c'est pas un Zoan mythique,
comment tu peux justifier sa puissance? Et c'est vrai, on a dit aussi la même phrase, c'est où sont les limites? Où sont les limites, les frères? Comment on peut avoir des limites? Comment on peut délimiter le pouvoir? Comment on peut... Ouais, c'est ça. En plus, j'ai vraiment eu les trucs. J'ai vraiment eu la même inspiration. J'ai dit, imagine, elle se dit, ouais, tu sais, aujourd'hui, je suis Kaido, tu vois, et elle se transforme en Kaido. Donc moi, clairement, je pense qu'elle doit avoir une limite de temps, c'est le minimum, et elle doit avoir une limite de transformation. Elle peut pas se transformer 15 000 fois en 15 000 personnes. Elle peut utiliser une transformation par combat, on va dire, entre le moment où elle est en mode combat et... enfin... Entre le moment où elle a commencé un combat, elle se repose et qu'elle peut repartir au combat, tu vois. Parce que sinon, ce serait trop cheaté de ouf. Ou peut-être elle peut l'utiliser, mais que pour un seul coup. Ça aussi, c'est possible. Donc elle doit être limitée dans le temps, parce que sinon, je vous ai dit, ouais, c'est ça. Comme il l'a dit, je suis un tireur, je suis un tireur de continent, je suis une géant, je suis la fille de Big Mom, j'en sais rien. Moi, je viens d'une autre planète, je viens d'un autre manga. Tu vois, je veux dire, si on réfléchit bien, il peut y avoir pas de limite. Il peut ne pas y avoir de limite. Et ça, c'est ouf. Donc ça, on en a déjà parlé énormément. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une petite analyse, prévision, prédiction de ce qui pourrait se passer dans les prochains chapitres.